Bonjour et bienvenue à cette séance consacrée à la lecture du bilan comptable. Dans cette séance, nous allons apprendre simplement à lire, comprendre et interpréter un bilan comptable. Et pour cela, nous allons répondre à 3 questions. La première question, qu'est-ce qu'un bilan comptable? Deuxième question, pourquoi apprendre à lire et à comprendre un bilan comptable? Troisième question, comment lire et interpréter un bilan comptable? Sans tarder, nous allons passer à la première question. Qu'est-ce qu'un bilan comptable? Pour répondre à cette question, je vais vous donner les grandes lignes, en sachant que si vous voulez aller plus profondément, plus en détail sur ce que c'est qu'un bilan comptable, je vous invite à regarder, à visualiser une séance bien appréciée par les internautes et par mes propres étudiants. C'est la séance qui s'intitule « Le bilan comptable simplement », dont le lien s'affiche devant vous. Alors nous allons prendre quand même à faire un résumé, une synthèse, pour expliquer ce que c'est qu'un bilan comptable. En comptabilité, le bilan comptable est un document financier obligatoire pour toute entreprise. Ce document, on l'appelle aussi état de synthèse, parce qu'il synthétise un peu le patrimoine de l'entreprise. L'entreprise, ça peut être une entreprise, ça peut être aussi une association, que sais-je. Toute organisation doit établir un bilan comptable. Il s'agit en fait d'un tableau récapitulatif. D'un côté, on a les ressources qu'on appelle passifs, et d'un autre côté, on a les emplois qu'on appelle actifs. Le bilan comptable recense tous les outils, tous les moyens de production de l'entreprise, si c'est une entreprise industrielle, tous les moyens d'existence, en fait, à long terme de l'entreprise. Le bilan comptable, c'est le papier qui certifie la vie à long terme, l'existence à long terme de toute entreprise. Le bilan comptable représente à un instant T, à un moment donné, une photographie du patrimoine de l'entreprise. S'il faut vous donner une explication comptable, une définition comptable, donc le bilan comptable est composé de 2 parties. Une partie qui s'appelle actif, c'est ce que possède l'entreprise, financé par un passif qui concerne les ressources à court, moyen et long terme de l'entreprise. En comptabilité, le bilan est codifié par une norme internationale qu'on trouve dans un document qui s'appelle le plan comptable général, le PCG. Dans ce document, on a la codification internationale du bilan comptable, c'est-à-dire tous les pays du monde qui adhèrent à l'Organisation mondiale du commerce appliquent, respectent la codification, les normes qu'on trouve dans le plan comptable général. Alors ce PCG, ce plan comptable général, nous dit que le bilan est composé des comptes dont le code, dont le numéro va de 1 à 5. 1, 2, 3, 4, 5. Cette codification n'est pas faite au hasard. Il y a une logique, il y a une norme. Le numéro 1, par exemple, c'est tout ce qui est ressources, on va dire, les capitaux propres, c'est-à-dire tout ce qui est investissement financier. C'est tout ce que les actionnaires, les investisseurs apportent à l'entreprise pour qu'elle puisse exister. C'est ce qu'on appelle les capitaux propres. C'est ce qui appartient à l'entreprise, ou du moins, c'est ce que l'entreprise doit à ses investisseurs. Ces capitaux propres vont être investis dans des immobilisations, c'est-à-dire des investissements. Cet argent, ce capital apporté va être investi dans des immobilisations qui permettent à l'entreprise d'exister. C'est tous les comptes numéro 2 et en même temps, c'est l'étape numéro 2. Ces investissements qu'on appelle immobilisations sont de 3 sortes. Ça peut être des immobilisations incorporelles, corporelles ou financières. Les immobilisations incorporelles, c'est tout ce qui est intangible, on ne peut pas toucher, on ne peut pas voir. Et pourtant,
ce sont des investissements à long terme. Je vous donne un exemple. Investir dans un fonds de commerce. Un droit d'exercer une activité commerciale. C'est quelque chose qui est à long terme et pourtant on ne touche pas, mais c'est un droit, c'est une immobilisation incorporelle. Ça peut être les brevets, les inventions. Ça peut être aussi une marque qui a une valeur. Tout ça, ce sont des immobilisations incorporelles qui portent numéro 2 et plus exactement le numéro 20. Après, on a les immobilisations corporelles. C'est tout ce qu'on peut toucher, c'est tout ce qu'on peut toucher et voir. Par exemple, un bâtiment industriel, matériel de transport, construction, terrain, tout cela, ce sont en fait des immobilisations corporelles, numéro 2 aussi, mais plus précisément numéro 21. Et enfin, on a les immobilisations financières, c'est-à-dire en fait, c'est tout ce qui est investissement à long terme, comme des actions dans des titres mobiliers de placement, c'est-à-dire des actions que détient l'entreprise dans une autre entreprise. Attention, ce sont des titres à long terme qu'on peut garder au-delà d'un an. Ça peut être aussi un prêt accordé par l'entreprise et qu'elle accorde à une autre entreprise, c'est-à-dire que l'entreprise joue le rôle d'un banquier et ça lui rapporte des intérêts tous les ans. Ce sont des immobilisations financières et en comptabilité, d'après le plan comptable général, ça porte les numéros 26 et 27. Donc vous voyez, 1, les capitaux propres, 2, les immobilisations. Et après, on a numéro 3, c'est la troisième étape, c'est tout ce qui concerne les stocks. L'entreprise, quand elle se constitue un stock, d'accord, ce stock, ça peut être des stocks de matières premières ou de produits finis, quand c'est une entreprise industrielle. Comme ça peut être un stock de marchandises, si c'est une entreprise commerciale, elle achète pour revendre. Donc les stocks, c'est numéro 3. Après, on a le numéro 4, c'est-à-dire c'est toute la relation qu'a l'entreprise avec les tiers, avec ses partenaires, c'est-à-dire les clients et les fournisseurs. Et bien ça, c'est l'étape numéro 4. Et le compte de tiers, créances clients et dettes fournisseurs, c'est numéro 4. Et enfin, le numéro 5, c'est la cinquième étape et la dernière, c'est tout ce qui est outils de règlement de ces achats et de ces ventes. C'est-à-dire la banque, hein, quand on a un compte bancaire, elle paye par chèque, par virement ou par carte bleue, que sais-je. Numéro 5, au plus exactement, si vous voulez, le numéro exact, c'est 512. Ou caisse, quand c'est en espèces. Mais ça peut être aussi des valeurs mobilières de placement qu'on appelle VMP à court terme, c'est-à-dire des titres mobiliers à tout moment qu'elle peut échanger contre des liquidités d'entreprise. Donc voilà, je vous ai cité, d'après le plan comptable général, les comptes que contient le bilan comptable du numéro 1 au numéro 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc comme je vous ai dit, dans le lexique financier, dans le langage financier, le bilan, au lieu de parler d'actifs passifs, ou, si vous voulez, passif-actif, on utilise les expressions ressources, emploi. Le passif, ce sont des ressources qui financent l'actif, ce sont des emplois. Ça veut dire on va employer l'actif. Le passif, les ressources, apportent les ressources à court, moyen et long terme pour financer l'actif qu'on appelle les emplois. Donc, il faut savoir que dans le passif et les ressources, il y a deux types de ressources. Il y a ce qu'on appelle les ressources permanentes et les ressources temporaires. Les ressources permanentes, on les appelle aussi les capitaux permanents. On les appelle aussi le passif stable. C'est tout ce qui est laissé à la disposition de l'entreprise à long terme, au-delà d'un an. On va trouver par exemple le capital social, on va trouver les réserves légales, on va trouver les comptes d'associés mis à la disposition de l'entreprise, on va trouver les subventions d'investissement, etc. En fait, si vous voulez, c'est tous les numéros 1 qui sont mis à disposition de l'entreprise à long terme, y compris les emprunts à long terme accordés par les établissements financiers. Et après, on a les ressources temporaires. Comme le nom l'indique, ils ont une durée de vie assez courte. C'est ce qu'on appelle les dettes à court terme dans le passif. On va prendre un exemple. Dette fournisseur, c'est ce que doit l'entreprise à ses fournisseurs qui apparaît dans le bilan. Et bien, ces dettes fournisseurs, en fait, ils respectent un délai. En général, le fournisseur accorde un délai de paiement à l'entreprise qui va en général de 30 jours, 60 jours, 90 jours. Mais
c'est pendant ce délai-là que l'entreprise doit s'acquitter de ses dettes. Donc, ce sont des ressources temporaires. Ce sont en fait des ressources qui ne durent que peu de temps. Si l'entreprise bénéficie d'un délai de paiement, par exemple, de 30 jours, eh bien, pendant les 30 jours, l'entreprise dispose de ressources, mais après 30 jours, elle ne les a plus. Hein? Quand l'entreprise ne paye pas, ce sont des ressources, c'est-à-dire elle les possède, mais ça ne dépasse pas le délai que le fournisseur lui accorde, y compris quand elle doit à la TVA ou quand elle doit des impôts et taxes, etc. C'est-à-dire ce qu'on appelle les dettes fiscales et sociales. Donc vous voyez, le passif, il y a les ressources permanentes et les ressources temporaires. Ben, la même chose dans l'actif qu'on appelle les emplois. Il y a deux types d'emplois. Il y a les emplois permanents et les emplois temporaires. Les emplois permanents, c'est ceux qui sont destinés à rester très longtemps dans l'entreprise. Mais ça concerne quoi? Ça concerne les investissements qu'on appelle des immobilisations. Les immobilisations sont destinées à rester au-delà d'un an dans l'entreprise. Donc ce sont des emplois permanents. Et les emplois temporaires, c'est tout le reste, c'est ce qu'on appelle l'actif circulant, c'est-à-dire les stocks, les créances et les disponibilités. Une dernière chose concernant le bilan comptable, il faut savoir aussi que sa classification suit une autre logique encore, que je vais vous expliquer maintenant. Je prends le passif, qu'on appelle les ressources. Hein, le passif. Comment ils sont classés? Hein? Comment on commence par le capital social et on va jusqu'en bas, des fois il y a le découvert bancaire. Et bien c'est classé comment? Eh bien il faut savoir que le passif est classé par ordre d'exigibilité. Plus on va vers le bas, plus les dettes doivent être payées assez rapidement par l'entreprise. C'est ça l'ordre d'exigibilité. Je prends un exemple. Imaginons que dans le passif, vous avez dette fiscale et sociale. C'est-à-dire que l'entreprise doit des cotisations sociales à l'État. Et bien ces cotisations auront un délai de règlement que l'entreprise doit respecter. Et en général, c'est très rapide. On accorde peu de délai à l'entreprise, un petit peu de délai pour payer. Alors si on monte vers le capital, imaginons que les investisseurs veulent récupérer leurs capitaux, et bien il faut du temps pour leur rendre leur capital. C'est ça quand on dit ordre d'exigibilité. On part du haut dans le passif, d'accord, compte numéro 1, et les premiers comptes, ça concerne en général tout ce qui est dette à long terme, ça concerne en général tout ce qui est capitaux propres, les dettes à long terme et les emprunts, etc. Ces ressources-là sont laissées à la disposition de l'entreprise de façon quasi définitive. Et si vous parlez de durée, c'est une durée au moins supérieure à 1 an. Plus on descend dans le passif, on va tomber sur les dettes à court terme, comme les dettes fournisseurs par exemple, les dettes fiscales et sociales, le découvert dans une banque. Eh bien, ces ressources sont temporaires, c'est-à-dire le règlement est exigé dans la période de 12 mois, inférieure à 12 mois. Il s'agit des dettes financières, des dettes d'exploitation et des autres dettes. Maintenant, l'actif, comment il est classé l'actif? Quel ordre respecte l'actif? Eh bien, il faut savoir que les emplois, les comptes de l'actif du bilan sont classés par ordre de liquidité. C'est-à-dire, dans l'actif, on va commencer par les comptes 2, les immobilisations, on termine par les comptes 5, les disponibilités. C'est-à-dire, du haut vers le bas, les emplois sont classés du moins liquide au plus liquide, le dernier. En résumé, le passif est classé par ordre d'exigibilité et l'actif est classé par ordre de liquidité. Donc vous voyez, là je viens de vous résumer un peu ce que c'est qu'un bilan comptable qui représente le patrimoine de l'entreprise. C'est le miroir de l'entreprise. Il suffit de regarder le bilan de l'entreprise et on a une idée sur ce que possède réellement à long terme l'entreprise, quelle est sa valeur. Et on n'a pas besoin de se déplacer, aller visiter les bâtiments de l'entreprise et les ateliers. Ce document me donne suffisamment d'informations pour porter un jugement sur la santé à long terme financière de l'entreprise. Deuxième question maintenant, pourquoi apprendre à lire et comprendre un bilan comptable? Pourquoi faire? Eh bien,
la lecture du bilan comptable est indispensable si on veut évaluer la situation actuelle de l'entreprise et se projeter vers l'avenir, tout en faisant appel au passé. C'est-à-dire, je prends les bilans des années précédentes, je les compare au bilan actuel pour pouvoir anticiper les difficultés et se projeter vers l'avenir. La lecture et la compréhension d'un bilan sont essentielles, si ce n'est vitales, pour de nombreux intervenants dans l'entreprise. Le premier concerné, le premier intervenant, la première personne, je dirais, qui doit savoir lire et comprendre un bilan, c'est le chef d'entreprise. C'est le ou les dirigeants de l'entreprise. Car la lecture, la compréhension du bilan, c'est-à-dire être au courant de l'état financier de l'entreprise, va permettre d'apprécier les augmentations ou les destructions de valeur sur différentes périodes. Période qu'on appelle en comptabilité exercice comptable. Un exercice comptable, c'est une période de 12 mois. Elle peut commencer le 1er janvier et se terminer fin décembre, c'est-à-dire l'exercice comptable peut correspondre à l'année civile, mais ce n'est pas obligatoire. Ça peut commencer n'importe quel moment de l'année, du moment qu'on respecte les 12 mois. Cet état financier, ce bilan comptable, permet aux chefs d'entreprise et aux dirigeants de vérifier que les équilibres financiers sont bien respectés. Ça leur permet aussi de se projeter et de prendre des décisions stratégiques liées à la vie même de l'entreprise. Le deuxième intervenant, personne concernée par la lecture et la compréhension du bilan, c'est l'éventuel repreneur, racheteur de l'entreprise. Si on veut reprendre une entreprise, il est indispensable de savoir lire et comprendre un bilan pour savoir dans quoi on investit. Le bilan comptable donne à l'éventuel repreneur une idée sur la puissance financière de l'entreprise. Elle lui donne des informations sur la cible, c'est-à-dire la clientèle. Elle lui donne des informations sur la relation avec les fournisseurs. Elle lui donne une idée sur l'endettement de l'entreprise, la relation avec les financeurs. Elle lui donne une information sur le patrimoine immobilier dans l'entreprise. Vous voyez, tous ces éléments-là sont indispensables pour celui qui veut reprendre, racheter une entreprise. Et en général, on ne se contente pas d'un seul bilan. On va partir sur 3 voire 5 bilans. 3 années, 5 années, pour avoir une idée. Bien évidemment, le bilan, on va le compléter par un autre document qu'on appelle le compte de résultat, sur plusieurs périodes aussi, qui permet de calculer des soldes intermédiaires de gestion, etc. Mais le document officiel, indispensable, le premier à savoir lire et comprendre, c'est le bilan comptable. Et enfin, le troisième, je dirais, intervenant qui doit savoir lire et comprendre le bilan, et en général, il sait lire le bilan et le comprendre, c'est ce qu'on appelle les financeurs, ceux qui apportent les aides, les emprunts, etc. Je prends l'exemple des banques. Eh bien, pour les financeurs, le bilan leur permet d'apprécier les structures financières de l'entreprise et donc d'analyser la composition de son financement afin de procéder à un nouveau financement cohérent. Il suffit qu'ils prennent le bilan, ils vont lire le bilan, ils vont voir par exemple la partie passive dans les dettes financières et ils peuvent voir en fait le poids de ces dettes financières par rapport aux ressources. Et ils peuvent dire, est-ce que l'entreprise est solvable ou pas? Est-ce qu'elle peut rembourser ou pas? Vous voyez, sans oublier de regarder l'actif, etc. Donc vous voyez, le bilan comptable intéresse le chef d'entreprise, les dirigeants, il intéresse les éventuels repreneurs, intéresse aussi les partenaires financiers, les financeurs, comme les banquiers. Maintenant, notre troisième question. Comment lire et interpréter un bilan comptable? Vous voyez, la réponse à cette troisième question dépend aussi des deux questions précédentes. Il faut savoir ce que c'est qu'un bilan. Pourquoi apprendre à lire et comprendre un bilan? Mais quand on a répondu à ces deux questions, maintenant notre troisième question, on peut dire maintenant comment lire un bilan, le comprendre et surtout l'interpréter. Donc là, je vais me baser sur un seul bilan
d'une période, comment on le lit? Mais en sachant ce que je vais vous dire là, on le fait sur minimum 3 ans, 3 bilans précédents. Ça permet d'avoir une vision globale pour se projeter. Alors pour lire un bilan, comme je viens de vous dire, on regarde le passif qui s'appelle les ressources et les emplois qu'on appelle l'actif. Hein? Donc le passif ressources, l'actif emploi. Les premières choses qu'il faut regarder, donc il faut regarder les capitaux propres, d'accord, qu'en fait, je dirais ce qui appartient à l'entreprise apporté par les investisseurs, le comparer aux dettes financières, surtout les emprunts à long terme, et voir quel est le rapport entre les deux. Est-ce que les emprunts sont supérieurs aux capitaux propres, par exemple? Oui. Après, on regarde l'actif et le passif, et on voit par exemple l'actif, la valeur des immobilisations à l'instant T, et la comparer par rapport aux ressources. On va comparer aussi les créances clients, c'est-à-dire ce que les clients doivent à l'entreprise, et les dettes fournisseurs qu'on trouve dans le passif, c'est-à-dire ce que doit l'entreprise aux fournisseurs. Pouvoir les comparer, il faut savoir, savoir si le montant des créances clients permet de payer les dettes fournisseurs. On va regarder aussi le montant qui est disponible à la banque, ce qu'on appelle la disponibilité immédiate. Oui. On va voir la valeur des stocks. Il faut savoir que plus il y a de stocks, plus ça coûte cher à l'entreprise, parce que les stocks, le coût de gestion des stocks, c'est assez élevé, donc ça coûte à l'entreprise. On regarde les stocks, on peut définir si l'entreprise est une entreprise industrielle ou commerciale. Il suffit de regarder par exemple les stocks. Si vous avez que des stocks de matières premières et de produits finis, je peux dire que c'est une entreprise industrielle. Et si dans les stocks, il n'y a que stock de marchandises, je peux définir que c'est une entreprise commerciale. Elle fait du négoce. Et s'il y a les deux, eh ben on peut dire que l'entreprise exerce une activité industrielle et commerciale. Tout dépend le poids de chaque stock et on peut dire est-ce qu'il est plus industriel ou plus commercial. Vous voyez, le bilan donne tellement d'informations. Alors maintenant, pour interpréter un bilan, on va calculer des ratios. Je vais vous donner quelques ratios, en sachant, les ratios que je vais vous donner, ce n'est pas l'ensemble des ratios. Mon interprétation n'est pas exhaustive. Chacun de vous peut interpréter à sa manière un bilan, du moment que vous maîtrisez les outils d'analyse financière. Alors je vais vous donner quelques ratios qui me paraissent très important. On va commencer par exemple par le taux d'endettement. Ça c'est très important. La première chose quand on regarde dans un bilan, on veut dire est-ce que l'entreprise est endettée ou pas? C'est ce qu'on appelle le taux d'endettement. Comment on le calcule ce taux d'endettement? Mais il suffit de prendre l'endettement net divisé par les capitaux propres. Et le résultat multiplié par 100. Concrètement, vous prenez les dettes financières, et plus précisément les dettes à moyen et long terme, c'est-à-dire les emprunts auprès des établissements financiers par exemple, divisé par la valeur des capitaux propres, fois 100. Et là, ça nous donne le degré d'endettement de l'entreprise. On peut calculer aussi ce qu'on appelle la capacité d'endettement. À quelle hauteur l'entreprise peut se permettre d'endetter sans risque? Et bien la capacité d'endettement se calcule par la formule suivante. Je prends capitaux propres moins les dettes financières. Et dettes financières, vous prenez tout ce qui est emprunt moyen et long terme. On peut calculer la couverture des emplois stables. C'est-à-dire, on va prendre les ressources stables divisées par l'actif stable. Si vous voulez, on va dire tout ce qui est capitaux permanents divisé par l'actif immobilisé. On va prendre par exemple les capitaux propres plus les emprunts à moyen et long terme, ce qu'on appelle capitaux permanents, divisé par l'actif immobilisé, c'est-à-dire la valeur des immobilisations incorporelles, corporelles et financières. Et là, on va trouver un indice, d'accord? On va trouver en fait un indicateur par rapport au chiffre 1. Si c'est supérieur à 1, le résultat, eh bien c'est très bien. Ça veut dire que le passif stable couvre l'actif stable. Les ressources couvrent les emplois. Mais si c'est inférieur à 1, eh bien les ressources, le passif stable, ne couvrent pas la totalité des immobilisations. On peut calculer aussi la capacité de remboursement de l'entreprise. Ça veut dire en fait, qu'est-ce qui permet de garantir, qu'est-ce qui permet à l'entreprise de justifier qu'elle peut rembourser ses emprunts, par exemple. Et là, je vous donne la formule. Donc, on prend les dettes financières, encore une fois, dettes financières, tout ce qui est emprunt financier auprès des établissements financiers, à moyen et long terme, dettes financières, divisées par la capacité d'autofinancement, ce qu'on appelle la CAF.
Donc vous savez, la capacité d'autofinancement, en fait, c'est ce que dégage à la fin d'un exercice comptable toute entreprise d'une manière, je dirais d'une manière réelle. C'est-à-dire on va prendre les vrais décaissements et les vrais encaissements. Ça veut dire on va prendre vraiment ce qui est rentré réellement, je terme financier, l'argent, ce qui est rentré, ce qui est sorti. Et à la fin de l'année, on fait un solde, et c'est ce solde-là qui devient une garantie. Je répète la formule, la capacité de remboursement de l'entreprise, les dettes financières divisées par la CAF, la capacité d'autofinancement. Ça, ce sont des ratios qui permettent d'analyser le passif du bilan. Passons maintenant à l'actif qu'on appelle les emplois. On peut aussi calculer des indicateurs, des ratios, des taux, qui nous permettent d'avoir une vision, qui nous permettent d'évaluer la situation de l'entreprise. Alors concernant l'actif du bilan, on peut calculer par exemple l'intensité capitalistique de l'entreprise. C'est-à-dire le poids des immobilisations dans le patrimoine de l'entreprise. Comment on le calcule? Il suffit de prendre l'actif immobilisé, la valeur brute, l'actif immobilisé, divisé par le total de l'actif brut, fois 100. Et si vous voulez prendre les valeurs nettes, c'est-à-dire on enlève tout ce qui est perte de valeur des immobilisations, c'est-à-dire on enlève tous les amortissements, vous pouvez utiliser notre formule, l'actif immobilisé net divisé par le total de l'actif net de l'entreprise. Et n'oubliez pas de multiplier par 100 pour avoir un taux, un pourcentage, qui vous permet d'évaluer le poids de la valeur des immobilisations dans le patrimoine de l'entreprise. On peut calculer aussi ce qu'on appelle le ratio de vétusté. Calculer ce qu'on appelle aussi le taux d'usure. C'est-à-dire que je veux savoir la valeur réelle de l'entreprise, des immobilisations, des investissements, quand on enlève les amortissements. C'est-à-dire la valeur réelle de l'entreprise à l'instant T. Comment on le calcule? Tout simplement, je prends la valeur nette des immobilisations divisée par leur valeur brute. N'oubliez pas de multiplier par 100 pour avoir un taux en pourcentage. C'est-à-dire, je vais prendre les investissements au départ, quand on a tout acheté, leur valeur, et avec le temps, ces immobilisations en général, corporelles, beaucoup corporelles, un petit peu incorporelles, mais presque jamais financières, on va prendre la valeur de ces immobilisations, ils ont perdu de leur valeur avec leur utilisation dans le temps, on va prendre leur valeur par rapport à leur valeur brute au départ. C'est ce qu'on appelle le taux d'usure. On appelle ça aussi le ratio de vétusté. Ça permet à l'entreprise de décider peut-être d'investir. Il est temps d'investir. On peut calculer aussi le taux de croissance externe. Ça, c'est un indicateur qui me paraît très intéressant. Vous savez, une entreprise, pour croître, pour se développer, elle a le choix entre deux stratégies. C'est ce qu'on appelle la croissance interne et la croissance externe. La croissance interne, en fait, elle va utiliser ses propres moyens, elle va se développer, par exemple dans le même bâtiment, elle va agrandir le bâtiment, elle va acheter des machines, elle va augmenter son chiffre d'affaires en valeur, en volume, etc. Ça, on appelle ça la croissance externe. Elle croît, elle s'agrandit par ses propres moyens, voilà. La croissance externe, c'est une autre stratégie, c'est-à-dire que l'entreprise veut se développer en rachetant d'autres entreprises, soit du même secteur ou pas. C'est ce qu'on appelle la croissance externe. Elle va investir dans des entreprises. Soit elle devient majoritaire dans les entreprises concurrentes, d'accord? Soit elle va avoir plusieurs actions dans plusieurs entreprises qui lui rapportent aussi des revenus. Ça s'appelle croissance externe. Ça, on peut le mesurer aussi. Juste, il suffit d'avoir son document. Comment on calcule ça? Il suffit de prendre la valeur des immobilisations financières. Rappelez-vous, la valeur des immobilisations financières, rappelez-vous ce que je vous ai expliqué, que l'immobilisation financière, par exemple, c'est les investissements d'une entreprise dans d'autres entreprises en achetant des parts sociales, des actions, etc. On prend, d'accord? On va prendre la valeur des immobilisations financières divisée par le total des immobilisations. Et on va calculer le taux de croissance externe. Avec ces ratios liés au l'actif passif, je peux vous ajouter d'autres. Par exemple, d'après nos documents, d'après les données du bilan, on va prendre, par exemple, les créances clients, les dettes fournisseurs et les stocks pour calculer leur délai. Exemple, je vais calculer le délai moyen que l'entreprise accorde à ses clients pour payer. Je peux calculer aussi le délai moyen
que les fournisseurs accordent à l'entreprise pour payer. Je peux calculer le délai moyen de rotation des stocks, c'est-à-dire en moyenne tous les combien de jours, par exemple, l'entreprise renouvelle ses stocks. On peut les calculer. Et bien, comment on les calcule? Et bien, on va prendre le bilan, mais attention, on va compléter par des données qu'on trouve dans un autre document qui s'appelle le compte de résultat. Prenons le délai créance client, le délai moyen accordé au client pour payer l'entreprise. Et bien, vous prenez le montant des créances clients divisé par les ventes de produits finis ou de marchandises, hein, tout dépend de ce que fait l'entreprise, d'accord? Et attention, on prend les ventes TTC, toutes taxes comprises. Et le résultat, vous multipliez par 360 jours. Et là, on va trouver le nombre de jours en moyenne accordés par l'entreprise à sa clientèle pour régler leurs factures. On peut faire la même chose pour les délais fournisseurs. Comment on le calcule? On va prendre le montant des dettes fournisseurs, divisé par les achats, toutes taxes comprises, TTC, et le résultat fois 360 jours. Et là encore, on détermine le nombre de jours moyens que les fournisseurs accordent à l'entreprise pour payer. Enfin, délai de rotation des stocks. Tout dépend du type de stock. Imaginons on veut calculer le délai de rotation des stocks de marchandises. C'est une activité commerciale. Et on fait comment? On prend la valeur des stocks, le montant des stocks dans le bilan, divisé par les achats, comme il s'agit des marchandises, donc on prend les achats de marchandises, mais attention, cette fois-ci, hors taxe, les achats hors taxe, et le résultat fois 360 jours, et là, on va trouver le nombre de jours moyens de renouvellement des stocks dans l'entreprise. Vous faites la même chose pour les matières premières et pour les produits finis, si c'est une entreprise industrielle. Et si vous voulez encore plus loin dans l'analyse, eh bien ce bilan comptable, vous pouvez le transformer en un bilan condensé qu'on appelle bilan fonctionnel. Ce bilan fonctionnel qui est composé de 4 catégories, je dirais 4 catégories de comptes, d'opérations. Dans l'actif, on va trouver l'actif immobilisé et l'actif circulant. Dans le passif, par exemple, on va trouver le passif stable et le passif circulant. Eh bien, à partir de ce bilan financier, ça nous permet de calculer des indicateurs financiers comme le fonds de roulement net global, le FRNG, comme le BFR, les besoins en fonds de roulement. Ces deux indicateurs permettent de calculer ce qu'on appelle la TNG, trésorerie nette globale, c'est-à-dire le surplus, ce que dégage à l'entreprise pour s'autofinancer, financer son activité durant l'année, pour financer son cycle d'exploitation sans recourir obligatoirement à la banque pour lui demander un découvert, c'est-à-dire un petit emprunt à court terme pour financer son activité durant une année. Le fonds de roulement net global, les besoins en fonds de roulement et la trésorerie nette globale. Je ne vais pas m'étaler sur ces indicateurs liés au bilan fonctionnel. Il y a assez de séances sur la chaîne pour comprendre ces notions-là. Vous voyez, un bilan comptable permet d'avoir une vision globale, une vision approfondie qui permet de prendre des décisions, se projeter, etc. En conclusion, si je dois conclure, qu'est-ce que je vais vous dire? Qu'est-ce que je dois vous dire? Il faut savoir que la lecture d'un bilan comptable est vitale pour les décideurs. La lecture d'un bilan comptable est vitale. Elle est indispensable. C'est une discipline qui peut s'avérer compliquée, mais elle demeure essentielle. Si on veut maintenir la croissance, la vie de l'entreprise, lire, comprendre et savoir interpréter un bilan est indispensable pour tout entrepreneur. J'espère que cette séance vous aide dans la découverte du bilan, comment le lire, comment le comprendre et comment l'interpréter. Il ne me reste plus qu'à vous dire bon courage, à très bientôt pour d'autres séances en économie, gestion, comptabilité. Au revoir.